What's up tout le monde, mon nom est encore Maxime Ouellette, même si j'ai nouvellement la chasse d'un mauvais rappeur québécois. Non, mais tu sais, là, petit enfoiré, crâne rasé, blanc fâché. Vous écoutez un chiche qui existe et oui, je me sens ça maintenant parce que j'essaye de faire en sorte que mon vidéo soit un peu plus recommandée. Je sais pas trop comment ça fonctionne YouTube, mais je me dis que ça va sûrement me laisser des chances, donc j'essaye, ça coûte rien d'essayer, on verra. Cette semaine, je vous parle de 3 livres que j'ai bien aimés. En toute honnêteté, c'est des livres dont j'ai hâte de vous parler. Donc la musique d'intro commence bientôt. Je vous parle de tout ça. On va avoir du plaisir, on va rire de ma nouvelle tête de quasi néo-nazi. Là. Je me suis fait pogner. Je l'avais mis moi, je voulais me raser les cheveux, ça fait longtemps. Puis là, je trouvais pas l'embout, le numéro 3. Fait que là, je me suis dit, il me semble que j'avais déjà fait à 0. Puis je me suis dit, bon, je vais essayer. Mais tu peux pas vraiment essayer. Là, c'était très naïf de ma part. Fait que pendant 1 heure, parce que j'ai les cheveux en plus quand même durs à raser, fait que pendant 1 heure de temps, je me contemplais en dépression devant le miroir avec de moins en moins de cheveux. J'ai eu vraiment le temps de douter de moi pendant longtemps. Mais je pense que le résultat est pas si laid que ça finalement. Fait qu'en tout cas, la musique d'intro commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler d'un petit plaisir coupable que j'ai eu cette semaine. Étant plus jeune, j'étais un grand fan d'une série. Je pense que plusieurs lecteurs de mon âge sont tombés dans cette série-là. Je pense même, en toute honnêteté, que c'est cette série-là qui a fait que j'ai développé un certain goût pour la lecture. Je me rappelle que c'était la folie furieuse pour avoir ces livres-là quand on était jeune. C'était pas disponible dans aucune bibliothèque municipale. Il fallait se mettre sur des files d'attente. La bibliothèque à l'école recevait un exemplaire dès que c'était sorti, c'était loué. C'était des mois d'attente pour pouvoir mettre la main sur ces livres-là, à moins d'avoir les sous pour aller se l'acheter. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais jeune, j'avais pas les sous pour acheter des livres. Donc j'ai vraiment appris avec cette série-là à convoiter un livre, à développer l'envie de lire un livre. C'est quelque chose qui est resté en vieillissant. Donc j'étais content cette semaine de lire le premier tome de la série Les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard. C'est une littérature populaire, comme j'ai dit, c'est passé dans les mains d'à peu près tout le monde. Je pense que même des gens qui n'étaient pas des grands lecteurs ont aimé cette série-là. J'avais peur en toute honnêteté en commençant le premier tome de cette série-là parce que justement quand j'étais jeune, ça a été un très gros coup de cœur. J'ai même acheté le premier tome au petit frère de ma copine pour Noël cette année. C'est un peu pour ça justement que je l'ai lu moi aussi, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Puis j'avais peur en toute honnêteté d'être déçu, de me rendre compte que c'était mal écrit ou que ça véhiculait des valeurs qui étaient so-so. J'ai été très content de constater en fait qu'au niveau des valeurs qui sont véhiculées, c'est vraiment intéressant. Juste en partant le fait que dans l'ordre des chevaliers, il y ait autant des chevaliers hommes que des chevaliers femmes, qu'on fasse pas vraiment la distinction, qu'on soit capable de retrouver chez des personnages féminins des caractéristiques qui seraient plus des caractéristiques d'un homme et vice-versa. Puis là, évidemment, je parle selon les stéréotypes, là, mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, qu'on tombe pas justement dans ces stéréotypes-là. Faut dire que ça a été écrit par une femme, puis je pense que ça a définitivement eu une influence sur le contenu. Au niveau de la forme, c'est pas particulièrement bien écrit, mais c'est pas dégueulasse non plus, honnêtement. C'est un français correct, là, je veux dire, c'est pas... Puis même, tu sais, je veux dire, je vais pas cracher sur le livre, honnêtement, c'est quand même bien écrit. C'est pas... je veux dire, c'est pas de la grande littérature, mais c'est pas dégueulasse du tout. Je pense que c'est pas pour rien que ça avait connu ce succès-là. Ce que j'aurais à dire, par contre, par rapport au tome numéro 1, c'est que il y a un certain manque de naturel parfois. On sent qu'on nous donne l'information parce que faut dire que c'est une série dans laquelle il y a 12 tomes. Puis il y a beaucoup de personnages, ça se passe sur un continent
qui n'existent pas pour vrai. Donc il faut donner beaucoup de détails sur le continent, beaucoup de détails sur les personnages pour qu'on puisse situer l'action. C'est vraiment une mise en bouche en fait ce tome-là. Je pense que ça va se développer beaucoup plus dans les tomes à venir. Dans le cas du premier tome, comme j'ai dit, on nous garoche beaucoup d'informations. Fait évidemment que ça sera pas toujours naturel. Dans les dialogues, des fois, on sent qu'il y a une volonté de nous donner des clés d'information. Moi, je connais la suite de la série, j'ai quand même des souvenirs. Fait que je sais que quand on mentionne quelque chose, ben, c'est une petite graine qui est plantée pour que ce soit exploité plus tard. Ça serait le reproche que j'aurais à faire au tome numéro 1. Autre reproche que j'aurais à faire, c'est que les combats commencent à la toute fin. Dans ma tête, on dirait que ça allait éclater plus tôt. On parle d'à peu près 20 pages de combat. Tout le reste, c'est vraiment du développement. Donc, c'est vraiment un tome qui vient installer le reste de la série. Pour moi, ça a été une lecture correcte, ça a été agréable, ça s'est clenché super vite. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je pouvais me lire un tome dans la nuit au complet. Ça a été à peu près ça aussi. On parle d'un livre d'à peu près 300 pages, mais les chapitres sont assez court, fait qu'on les enligne très rapidement. En toute honnêteté, ça m'a donné le goût de continuer la série. Ça se peut que ce soit une lecture que je fasse de temps en temps. Je trouve que ça allège mes semaines. C'est quelque chose de très accessible. On n'a pas besoin de se casser la tête. On n'a pas besoin de tomber dans de la grande analyse non plus. On est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du divertissement. Mais comme avec le cinéma, des fois, ça peut être intéressant de ne pas être que dans le cinéma d'auteur. Je pense qu'à un moment donné, ça devient lourd. Il faut aller chercher quelque chose qui est un peu plus de l'ordre du divertissement, un genre de Forrest Gump ou un Karate Kid, whatever. Puis je pense que Les Chevaliers d'Émeraude, c'est un peu ça. C'est du divertissement, mais c'est du divertissement qui est assez bien fait. Une histoire qui est très intéressante. On a des valeurs, comme j'ai dit, qui sont véhiculées, qui sont quand même intéressantes aussi. Donc, honnêtement, je vous le recommande. Sincèrement, ça sera pas ma recommandation de la semaine probablement, mais je pense que quelqu'un qui rechercherait à faire une lecture peut-être un peu plus légère puis qui aimerait ça juste avoir du plaisir puis cultiver l'envie de lire, c'est un bon point de départ. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'embarquer dans des gros romans quand on tente de commencer à lire ou quand on tente de recommencer à lire. Je pense que c'est le genre de livre qui pourrait convenir parfaitement dans ce genre de situation-là. Je continue en vous parlant d'Alessandro Baricco, Novecento pianiste. J'ai sûrement scrappé tout ça, mais bon, ça va être ça. Baricco, en fait, était animateur à un certain moment d'une émission littéraire en Italie, mais à l'arrivée de Berlusconi, il a décidé de bouder les productions télévisuelles, puis plutôt d'opter pour des lectures publiques. Les lectures publiques qui sont devenues un grand événement en Italie. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est dans ce contexte-là que ce monologue a été écrit. Ça a été un monologue qui a vraiment été écrit dans la volonté d'en faire une lecture publique. Et je pense que ça a une influence définitivement sur la manière dont c'est écrit. La semaine dernière, j'ai dit d'un livre qu'il respirait beaucoup, qu'on avait beaucoup d'espace entre les phrases, puis ça nous faisait du bien. Dans le cas de Baricco, c'est tout à fait le contraire. On est essoufflé tout au long de la lecture. Et je pense que le fait que ça ait été écrit pour une lecture publique, plus particulièrement pour un monologue, je pense que ça a une influence directe sur la manière dont c'est écrit. Vraiment, dès le début du récit, on est projeté dans l'action. On sent que l'information nous est donnée super rapidement. Le fait que ce soit justement une longue tirade fait en sorte qu'on est vraiment impliqué. On a l'impression d'écouter un interlocuteur qui a quelque chose à nous dire. J'ai beaucoup aimé Novecento pianiste, honnêtement. J'ai aimé le style de Baricco. Je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé attachant, je l'ai trouvé triste par moments. On sent vraiment tout l'aspect de la fatalité de l'homme également. Dans le cas de Novecento pianiste, c'est l'histoire d'un homme qui est né sur un bateau, qui n'a jamais quitté ce bateau-là et qui, 32 ans plus tard, en fait, tente une première fois de sortir du bateau. C'est infructueux, il rentre dans le bateau, il refuse de le quitter et à ce moment-là, on sent vraiment que c'est son destin d'être né là, c'est son destin de mourir. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cet aspect de fatalité-là, sans que ça devienne quelque chose de super lourd. Au contraire, on célèbre quasiment notre destin. Et à propos du destin et de la fatalité, il y a un passage que j'ai trouvé super intéressant. Je pense que ça vient bien montrer également ce que j'essayais de vous dire par rapport au rythme des phrases. Et c'est un passage que j'ai beaucoup aimé et qui va comme suit.
Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbonne, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Antibes, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hambourg, New York, Gênes, Floride, Rio de Janeiro, Floride, New York, Gênes, Lisbonne, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago du Chili, New York, Liverpool, océan, plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années et tout à coup, sans rien que ce soit passé, j'ai bien dit rien, vlam, ils tombent. Ils sont là, accrochés à leur clou, personne ne leur fait rien et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent, comme des pierres. Dans le silence le plus total, sans rien qui bouge autour, pas une mouche qui vole et eux, vlam, sans la moindre raison. Pourquoi à ce moment-là et pas à un autre? On ne sait pas. Vlam! Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider quelque chose? Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu. Ils en discutaient tous les soirs depuis des années et puis finalement ils se sont décidés pour une date, une heure, une minute, une seconde. Maintenant, vlam! Ou alors ils le savaient depuis le début, tous les deux. Ils avaient tout combiné entre eux. Bon, t'oublies pas que dans 7 ans je lâche tout. T'inquiète pas, pour moi c'est bon. Alors d'accord pour le 13 mai? D'accord. Vers 6 heures? Ah, j'aimerais mieux 6 heures moins le quart. D'accord. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. 7 ans plus tard, 13 mai, 6 heures moins quart. Vlam! Incompréhensible. C'est une de ces choses, il faut pas trop y penser, sinon tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche. Quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus. Quand tu ouvres le journal et tu lis que la guerre a éclaté. Quand tu vois un train et tu te dis « je me tire ». Quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que tu es vieux. Quand Novecento sur l'océan en plein milieu leva les yeux de son assiette et me dit « à New York, dans 3 jours, je descends ». Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant ce passage-là. Je pense que c'est un condensé un peu de ce que j'essaie de résumer depuis tantôt. On sent la fatalité, on sent le côté humoristique un peu de l'auteur, on sent l'émotion également à la toute fin de cette tirade-là. On sent également le rythme vraiment des phrases. C'est un livre que je vous conseille honnêtement, c'est assez court, ça se lit super bien. Puis je pense que c'est une belle introduction à la plume de Baricot. J'ai beaucoup aimé son style, donc je pense que Baricot va être ajouté sur ma liste pour l'année prochaine. Et je termine ça en vous parlant de ce qu'un jeune mari devrait savoir. Je viens juste de finir la lecture il y a à peu près 5 heures du matin, donc je vais essayer de ne pas parler trop fort encore une fois pour pas réveiller ma copine qui dort juste l'autre côté du mur. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très bon. C'est une œuvre collective en fait. En partant, je suis vraiment down avec le fait qu'il soit, contrairement à Pauvreté, pas marqué sous la direction de. Je comprends que ça prend quelqu'un qui fait comme office de directeur, qui fait office de curateur pour ce genre d'œuvre-là. Mais je trouve ça plus intéressant quand on parle d'une œuvre collaborative plutôt qu'une œuvre sous la direction de quelqu'un. Je pense que tout le monde mérite autant de chaînes, fait que je vois pas nécessairement l'intérêt de marquer sous la direction d'eux. Donc ça, en partant, mon petit côté un peu anarchiste a beaucoup aimé ça. Après, il y a le line-up en fait qu'on nous met devant nous. On parle de Martine Delvaux, Heather O'Neill, Rosemée Automne-Témorin, Patrick Watson, Coco Bellivo, Stella Adjoké, Ariane Lessard, Martina Chumova, Michaela Nicole, Roselyne Lambert, Lily Boisvert, Jolène Ruet, Léa Streliski, Simon Boulris, Stéphanie Boulay, Véronique Grenier, Mélodie Nelson, Elie Tarek, El Bachelani Lynch. Je m'excuse si j'ai brisé des noms à quelque part. Vraiment en partant, ce qu'on constate, justement, c'est un line-up de feu. On a des grandes auteurs au travers de tout ça. Puis ce que je remarque, c'est qu'on a un line-up vraiment diversifié. On a des gens qui proviennent du milieu littéraire, mais on a également des gens qui proviennent plutôt de l'éducation, du milieu de la philosophie, du milieu de l'humour et du milieu de la chanson même. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant en partant quand on peut avoir vraiment différents
différents regards parce que, veux pas, ben, ces gens-là exercent leur profession pour une raison. Donc, il va y avoir des angles différents. Puis, ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement, d'avoir des humoristes, particulièrement dans le cas de ce guide-là, parce que ben, c'est très humoristique là, en partant. On voit que la forme que ça va prendre va être assez drôle. Ça s'appelle Ce qu'un jeune mari devrait savoir. Ça fait écho au guide qu'on donnait aux jeunes femmes pour être des bonnes femmes au foyer. Je sais que ma mère en a un à la maison, là, puis qu'à l'intérieur, des conseils un peu farfelus comme s'assurer que son mari a toujours son repas chaud quand il revient de travailler, puis des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant de venir revisiter ce format-là, de l'amener un peu au goût du jour. Puis ça nous permet d'aborder vraiment plein de sujets. Lily Boisvert a abordé le sujet de la pornographie, ce qui n'est pas une grande surprise parce qu'on sait que Lily Boisvert a écrit La théorie du cum shot, qui est un essai complet sur la pornographie puis sur ses influences. J'ai trouvé son texte vraiment intéressant dans ce qu'un jeune mari devrait savoir. Ce qu'elle vient dire au jeune homme, en fait, c'est continuer de regarder de la pornographie, mais voyez ça comme étant un spectacle. Arrêtez de voir ça comme étant une norme. Apprenez à apprendre justement les normes par un autre média, par un autre moyen que la pornographie. Puis, je pense que c'est un point de vue qui est tout à fait légitime. En fait, je pense que les gens vont toujours continuer de consommer de la pornographie, mais je pense qu'il faut quand même le faire avec une certaine vision, avoir quand même les valeurs à bonne place quand on en regarde, puis être conscient en fait que ce qui est offert à nous, en fait, c'est un spectacle, puis qu'on ne doit pas tenter de reproduire ça dans la vie de tous les jours. On a également carrément en fait des passages dans lesquels des femmes vont exprimer des désirs homoérotiques. Ça va, dans le fond, le mari va être un prétexte pour parler en fait de l'attirance, des préférences sexuelles. On va avoir également des textes qui portent sur le mariage en soi. J'ai trouvé intéressant qu'on invite Simon Boulris pour avoir également en tête peut-être la vision d'un homme homosexuel, puis qu'on n'ait pas simplement en fait des visions hétéronormatives. Donc ça, c'est très intéressant. Ça finit avec ça. Ça commence avec Martine Delvaux qui nous parle de mariage, qui nous parle de son mariage avec une femme. Donc j'ai trouvé que ça venait bien commencer, bien terminer le recueil. Ça montre justement que le recueil ne s'adresse pas simplement aux couples hétéronormatifs. On fait attention également, on a preuve d'écriture inclusive. Il y a des notes de bas de page pour venir apporter des précisions pour être sûr que tout le monde puisse se reconnaître dans ce guide-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des auteurs qui ont décidé carrément d'y aller avec une liste de conseils. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Par contre, puisqu'il y en avait beaucoup, c'est devenu un peu redondant. Un peu comme le sujet des règles qui revenait souvent, les conseils de ce qu'on devrait faire quand notre conjointe a ses règles ou que la personne avec qui on est en couple a ses règles. Donc, c'était quelque chose d'intéressant en soi, mais à un moment donné, je veux dire, l'ibuprofène, le conseil de l'ibuprofène, puis d'aller acheter des tampons. Après 4 fois, je l'avais compris, là. Puis, ce qui est puissant avec cette œuvre-là, ben, c'est que je pense que tout homme qui est sensé et sensible à la lecture de ce recueil va probablement se remettre en question. Moi, personnellement, c'est le genre de lecture qui me fait beaucoup penser à mon comportement au quotidien, qui me fait demander si j'en fais assez. Clairement, j'en fais pas assez. Je pourrais en faire plus. Je pense que ça vient nous montrer en fait que même si on a des bonnes convictions, parce que je pense que l'homme moyen qui va acheter ce genre de recueil-là a les valeurs à bonne place, a des bonnes convictions, mais ça veut pas dire que parce qu'on a des bonnes convictions, nos actions sont bonnes. Ça veut pas dire que les bottines suivent les babines, comme on dit. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir avoir cette remise en question-là, de pouvoir me plonger en moi-même, de me demander est-ce que j'ai des comportements problématiques sans m'en rendre compte. Est-ce que je peux en faire plus dans le couple? Définitivement, ce qui ressort de la lecture, c'est que je peux en faire plus. Puis, c'en est déprimant, en fait, de constater ça, qu'on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes. Mais j'ai trouvé intéressant une citation de Coco Bellivo à la page 165-166 qui m'a fait reprendre espoir envers moi-même. C'est un passage qui s'appelle « Je t'aime » et ça va comme suit. « Je comprends que tout ça, ça semble beaucoup, mais rappelle-toi que je suis une personne raisonnable. N'oublie pas que si tu es dans ma vie, tu dois déjà avoir en toi quelque chose de bon. Peut-être que tu me soutiens dans mon féminisme,
que tu me prends par la main sans t'en rendre compte dans ton sommeil, ou que tu me fais rire quand tu fais des petites chansons improvisées pour moi. Peu importe la combinaison de qualités, l'important c'est que je vois du potentiel en toi. Quand je dis potentiel, c'est parce que je ne te connais pas encore dans ton entièreté, pas parce que je veux te changer ou t'arranger. Tout ça, ça doit venir de toi. Tu dois vouloir évoluer avec moi. Apprenons à nous connaître ensemble, soyons meilleurs ensemble. Le potentiel que je vois, c'est le potentiel d'une belle vie. J'ai trouvé ça vraiment important, cette citation-là, pour moi. C'est venu vraiment me réconforter dans mon petit ego d'homme blanc 6. Puis je pense que c'est une citation qui est vraiment importante, justement, d'envoyer le message que je pense que tout homme a le potentiel de devenir une meilleure personne. Je veux dire, oui, il y a des sous-merdes qu'on pourra jamais changer, puis qui sont vraiment foncièrement mauvais, misogynes, égoïstes. Mais je pense que la majeure partie des hommes sont prêts à écouter. Je pense qu'on est rendu là. Puis je pense qu'on a vraiment, comme Coco Bellivo a dit, le potentiel de devenir les meilleures personnes. Du moins, moi, je pense que j'ai le potentiel de devenir une meilleure personne. J'ose espérer. Donc, j'apprends tous les jours. Je pense que je suis une meilleure personne que j'ai été il y a 5 ans. Puis, je pense que je vais être une meilleure personne dans 5 ans. Du moins, je l'espère. Puis, je pense que ça passe par les billets de lecture vraiment importantes, comme ce qu'un jeune mari devrait savoir. Donc, je remercie les auteurs de m'avoir soumis à cette petite remise en question-là qui, honnêtement, fait du bien. Ma suggestion de la semaine, vous l'aurez deviné, c'est ce qu'un jeune mari devrait savoir. Je pense que j'avais de l'air super emballé là, avec Novecento pianiste. Puis je le suis honnêtement. J'ai peut-être l'air de l'être un peu moins avec ce qu'un jeune mari devrait savoir, mais relativisé, là, il est quasiment 5 heures du matin, fait que je suis pas en train de crier. Fait que c'est avec cette même tonalité de voix un peu froide que je vous souhaite une bonne semaine. Je suis content, j'ai recommencé à prendre de l'avance. J'ai à peu près 2 semaines d'avance en ce moment, fait que je vais pouvoir m'embarquer bientôt dans des lectures peut-être un peu plus grosses, un peu plus complexes. Puis j'ai vraiment hâte de pouvoir vous parler de tout ça. Donc on se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un qui existe, la version censurée, t'sais. Pas mis de pipe, pas rien, mais un petit silence. De toute manière, à un moment donné, vous connaissez mon nom, vous connaissez le nom de la chaîne. Peace out.